Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la 7e séance du cours de la responsabilité civile. Dans le cadre du plan général du cours, nous sommes en train d'étudier la responsabilité civile délictuelle. Et cela dans le cadre de titre 2 intitulé Les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Ces conditions sont trois: le dommage, le fait générateur et le lien de causalité. Donc lorsqu'on parle de responsabilité civile en général, ces trois conditions sont très importantes afin de pouvoir engager la responsabilité de l'auteur et pouvoir obtenir réparation pour la victime. Donc nous avons vu la responsabilité civile contractuelle. Dans ce titre 2, nous étudions plus particulièrement la responsabilité civile délictuelle, ou on l'appelle aussi la responsabilité civile extra-contractuelle. Dans cette responsabilité, nous l'avons dit, trois conditions: le dommage, le fait générateur ou la faute et le lien de causalité. Nous avons eu l'occasion dans la séance numéro 6 d'étudier le dommage dans le chapitre 1er. Cette séance, nous allons étudier le fait générateur et plus exactement la section numéro 1, section première, sur le fait générateur personnel ou ce qu'on appelle la faute de la personne. Nous allons voir la différence entre le fait personnel, le fait d'autrui et le fait de la chose. Mais cette séance numéro 7 sera consacrée exclusivement à la section numéro 1 sur le fait personnel. Commençons comme d'habitude par un rappel rapide de la première condition qui est le dommage qu'on l'a vu dans la séance numéro 6 dans le cadre du chapitre 1er. Dans le cadre de la séance numéro 6, nous avons vu la première condition et la condition la plus importante aussi, la condition sine qua non afin d'engager la responsabilité civile délictuelle qui est le dommage. Et nous avons défini le dommage comme une atteinte à la personne dans son corps, dans ses sentiments ou dans son patrimoine. Donc c'est une atteinte patrimoniale ou extra-patrimoniale. Donc le dommage est la première condition, la condition la plus importante. Pour qu'on puisse parler d'un dommage réparable, il faut d'abord préciser la nature de ce dommage, ensuite connaître les caractères nécessaires d'un dommage réparable. Donc nous avons vu l'ensemble de ces éléments dans le cadre de deux sections, la section première sur la nature du dommage réparable et la section deuxième sur les caractères du dommage réparable. Ce dommage peut être un dommage matériel, nous l'avons vu dans la définition, c'est une atteinte au patrimoine de la victime. Ce dommage peut être moral, c'est une atteinte au sentiment de la personne, donc un intérêt extra-patrimonial. Ce dommage peut être un dommage corporel. Le dommage matériel est défini à l'article 98 du Daïr des obligations du contrat comme la perte subie ou le gain manqué de la part de la victime. Le dommage moral, c'est une souffrance ou c'est une atteinte à un intérêt extra-patrimonial, donc c'est une souffrance morale, sentimentale subie par la victime. Alors que le dommage corporel se définit comme une atteinte à l'intégrité physique de la victime. Ce dommage, pour qu'il soit réparé, nous l'avons vu dans les caractères du dommage réparable, il doit être personnel à la victime, et on a vu donc le caractère personnel, et on a vu aussi ce qu'on a appelé le dommage par ricochet. Ce dommage doit être certain
ce qui nous conduit à exclure le dommage éventuel, les dommages hypothétiques. Et nous avons vu aussi des exceptions par rapport à ce caractère certain de ce qu'on a appelé une perte de chance lorsqu'on parle d'un dommage matériel. Enfin, dans le troisième caractère du dommage réparable, ce dommage doit protéger un intérêt légitime. Donc le caractère légitime de l'intérêt protégé du dommage. Nous l'avons vu par exemple dans le fait pour une personne qui a subi un dommage matériel par rapport touchant à un produit matériel alors que ce produit matériel est un produit illicite. Donc il ne pourra pas obtenir réparation en raison de l'illicité de l'intérêt, de cet intérêt. Et vous aviez eu aussi un arrêt de la Cour de cassation, un exemple pratique sur le dommage, sur le caractère licite ou illicite, où on a vu une personne qui était une salariée qui, suite à un accident, a souhaité obtenir des réparations, notamment par rapport à une partie de sa rémunération, de son salaire, et il se trouve que cette salariée avait, lorsqu'elle travaillait, une partie de sa rémunération était non déclarée, c'est-à-dire un travail au noir. Donc, pour la jurisprudence, cette partie non déclarée, elle ne peut pas être réparée, on ne peut pas être considérée dans le cadre de la réparation du dommage pour la simple raison qu'elle ne peut pas protéger un intérêt illégitime et d'où le caractère licite du dommage réparable. Donc voilà par rapport à la première condition qui est le dommage. La deuxième condition, c'est le fait générateur. Chapitre numéro 2, le fait générateur. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait générateur, ou plutôt les faits générateurs? Sont les causes du dommage entraînant la responsabilité d'une personne. Donc ce sont les causes qui seront à la source ou à l'origine d'engager la responsabilité de l'auteur. En principe, on distingue dans les faits générateurs, puisqu'on a dit que ce n'est pas un fait, ça peut être des faits générateurs, on distingue selon la nature ou selon le type de ce fait générateur. Et ainsi, on distingue entre le fait générateur personnel, qu'on appelle le fait générateur fautif ou la faute, le fait générateur d'autrui ou le fait de la chose. Pour savoir la différence, la distinction entre ces trois types de faits générateurs, d'abord pour le fait personnel, donc le fait personnel, donc c'est-à-dire que l'auteur de ce comportement fautif, l'auteur du fait personnel, est en même temps le responsable. Donc ce sont la même personne. Premier cas, c'est le fait personnel ou la faute qu'on va étudier dans cette séance. Le deuxième cas, le fait d'autrui. Donc lorsqu'on parle de fait d'autrui, c'est-à-dire que l'auteur du dommage ou l'auteur du fait et la personne responsable sont deux personnes différentes. L'exemple le plus simple, c'est un enfant qui a causé un dommage, c'est lui l'auteur, mais la personne responsable serait ses parents. Donc on a l'auteur et la responsable. Donc on parle de fait, le fait d'autrui. Donc c'est une autre personne qui a causé le dommage que la personne qu'elle sera déclarée responsable. Et c'est le même cas pour un salarié par rapport à son employeur. Il se peut que le salarié, c'est le salarié qui cause un dommage, mais la personne responsable, c'est l'employeur. Donc l'employeur répond au fait de son salarié. Donc il répond à un fait d'autrui. Et c'est pareil, donc pour un père, il répond à un fait d'autrui. C'est le deuxième cas qu'on va voir dans la séance prochaine. Et le troisième cas, c'est le fait de la chose, c'est-à-dire que le dommage a été réalisé par l'intermédiaire d'une chose. Donc cette classification ou cette distinction est importante dans la mesure où pour chaque type de responsabilité, on a un régime juridique applicable qui est relativement différent de l'autre régime.
Et on va voir que le régime général, c'est le régime de la responsabilité du fait personnel. Donc on appelle ça le régime de droit commun. Et ensuite, on a la possibilité de voir si la victime pourrait bénéficier d'un autre régime plus favorable, et notamment par rapport aux conditions de la preuve, si la victime pourrait engager la responsabilité civile sur le fondement de faits d'autrui ou du fait de la chose. Nous allons donner plus de précision par rapport à ces deux types de régimes. Mais commençons d'abord par le régime de la responsabilité du fait personnel ou la faute. Section numéro 1, le fait personnel ou la faute. La responsabilité du fait personnel, RFP, une abréviation, est celle qui est engagée par un fait dommageable propre au responsable. Donc ce qu'on vient de dire, donc le fait dommageable, l'auteur du fait dommageable et en même temps le responsable. Donc il est propre au responsable. Le responsable, c'est lui-même l'auteur du dommage. Le fondement juridique de ce régime, de ce type de responsabilité, c'est essentiellement les articles 77 et 78 du Daïr des obligations et des contrats. Donc pourquoi on a dit qu'on a un classement entre ces trois types de responsabilité civile délictuelle, parce que le régime applicable, le fondement juridique, les règles applicables sont différentes selon la nature des régimes. Il est important de comprendre ce point parce que chaque régime, il y a des règles qui s'appliquent, qui sont différentes de l'autre régime. Et notamment, on vient de le dire, notamment par rapport à la question de la preuve du dommage. Dans le cadre de cette section relative donc aux faits personnels, nous allons l'étudier dans deux paragraphes. Premier, on va étudier le fait générateur personnel, paragraphe premier. Donc on parle uniquement de fait, le fait personnel. Et la deuxième, l'imputabilité du fait générateur personnel. Donc comment on va relayer ce fait personnel, cette faute, ce comportement fautif ou un fait à son auteur, de ce qu'on appelle l'imputabilité du fait générateur. Donc deux paragraphes. Paragraphe premier, on va voir d'une manière générale, on va étudier qu'est-ce qu'on veut dire par un fait générateur personnel, qu'est-ce qu'on veut dire par un comportement fautif, ou un comportement, on l'appelle aussi un comportement dommageable. Et le deuxième paragraphe, on va essayer de relayer ce fait générateur ou ce fait dommageable à l'auteur, à son auteur. C'est la question de l'imputabilité. Dans le cadre du paragraphe premier sur le fait générateur personnel, on va le voir à travers deux catégories. La première, on va voir le domaine général de ce fait dommageable. Et dans un deuxième temps, on va voir certains cas spécifiques, certains cas précis, réglementés spécialement par le législateur. Donc, premier cas, on va l'appeler le domaine général. Donc, ça va englober un ensemble de cas indéfinis, indéterminés. Et dans le deuxième cas, on va voir des cas bien déterminés par le législateur. Par rapport donc au domaine général du fait générateur, on parle d'un fait quelconque ou d'une faute. Donc soit un fait quelconque ou de faute. L'article 77 du Daïr des obligations des contrats, elle nous dit tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui engage son auteur à le réparer. Donc 77, tout fait quelconque de l'homme. L'article 78, elle nous dit que chacun est responsable non seulement par son fait, donc là on relève le fait, mais aussi par sa faute. Donc, on résume par rapport à ces deux articles, donc c'est soit un fait quelconque, quelle que soit la nature de ce fait,
soit véritablement, comme précise l'article 78, une faute. Donc on va voir ces deux éléments, un fait quelconque, ensuite la faute. Donc numéro 1, un fait quelconque sur le fondement de l'article 77 du Daïr des obligations et des contrats. Donc lorsqu'on parle de fait, donc on a un sens général. Le sens général, le fait désigne tout ce qui peut arriver, donc tout ce qui se produit, un événement naturel, un accident, etc. Donc là, on parle d'un fait. Ce fait quelconque peut être une source de responsabilité civile intellectuelle lorsqu'il cause un dommage. Donc le terme fait recouvre tout type de conduite, tout type de comportement de l'homme, ou un événement, un agissement, donc un comportement, un agissement ou omission qui cause un dommage. Donc un fait, il ne nous intéresse pas, mais lorsqu'il cause un dommage à autrui, c'est à ce moment-là qu'il rentre dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Daïr des obligations et des contrats. Donc, un fait, un événement naturel, un accident, ou quelle que soit la nature de la conduite ou du comportement de l'homme. On le dit tout fait de l'homme. Donc, ça vient de l'homme. L'article 78 nous parle de la faute. Il est important de comprendre la différence entre fait et faute. Donc lorsqu'on parle d'un fait, donc c'est un fait brut, donc c'est-à-dire un fait non fautif qui exprime simplement l'existence d'un certain comportement. Donc un comportement, donc à ce moment-là, on parle d'un fait neutre, un comportement neutre. Lorsque ce comportement revêt un caractère d'illicité, lorsqu'on peut dire ce comportement consiste à la transgression d'une règle de conduite ou d'une règle juridique, à ce moment-là, on parle d'une faute. Donc, un fait qui revêt un caractère d'illicité, c'est la faute. Donc, ce qui distingue le fait et la faute, c'est le caractère d'illicité. Le Daïr des obligations et du contrat le précise bien, dans la mesure où on nous dit que ce fait cause sciemment, c'est-à-dire intentionnellement, sciemment et volontairement à autrui un dommage. Donc lorsque le comportement est un comportement délibéré, volontaire, avec l'intention de créer un dommage, de causer un dommage à autrui, donc à ce moment-là, on parle de la faute. Et la faute, donc malgré que généralement en droit marocain on parle de tout fait d'une manière générale, mais la faute essentiellement reste le fondement principal de la responsabilité civile délictuelle en droit marocain. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par la faute pour bien de précision? Donc on parle de précision parce que lorsqu'on rentre en domaine juridique, donc la précision c'est l'élément le plus important. On ne peut pas accuser quelqu'un, on ne peut pas demander réparation un dommage, on ne peut pas aller à la justice sans avoir des éléments précis. Si le droit n'est pas précis, le droit trahit sa mission qui est essentiellement la sécurité juridique et la justice. Qu'est-ce qu'on veut dire par faute? Donc, la faute, c'est bien déterminé, c'est bien précisé dans l'article 78 qui nous dit chacun est responsable non seulement par son fait, mais aussi par sa faute. Qu'est-ce qu'on veut dire par la faute? Comment définir la faute? Est-ce qu'il y a des classifications de la faute? Là, on rentre dans un cadre de précision. C'est le travail essentiel des juristes. Donc, la précision pour éviter le flou, pour éviter l'insécurité juridique. Comment définir la faute? On a deux manières lorsqu'on souhaite définir une notion. D'abord, une définition par énumération, c'est-à-dire on va dire voilà un certain nombre de comportements, on va donner une série de cas. Lorsque on se trouve devant un cas
bien énuméré, par exemple, par la loi, on va dire, voilà, ce cas, une faute. C'est le cas, par exemple, en droit anglais. En droit anglais, il me semble qu'il existe 77 fautes, ce qu'on appelle 77 torts. Donc, lorsqu'on a une situation, on regarde est-ce que ce comportement, est-ce que cette situation rentre dans le cadre de cette série bien définie. Pour dire est-ce que ça constitue une faute pour engager la responsabilité de son auteur. Deuxième façon de définir, lorsqu'on définit une notion, une définition synthèse, c'est-à-dire une définition à caractère général au point qu'elle puisse englober un ensemble de situations. Et ici, dans la définition synthèse, qu'on utilise le raisonnement par syllogisme, qu'on a déjà eu l'occasion, dans le cadre des travaux dirigés, de l'expliquer. En droit marocain comme en droit français, c'est une définition synthèse. Donc, cette définition synthèse, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un critère général afin de déterminer ce qu'on veut dire par la faute. D'abord, lorsqu'on essaye de définir la faute en droit marocain, comme essentiellement en droit français, on exclut le caractère subjectif ou le caractère moral en faveur d'un caractère purement objectif. Le caractère subjectif ou le caractère moral, c'est-à-dire que lorsqu'on va se trouver devant un comportement et on va essayer de dire est-ce que ce comportement constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur ou non, donc on ne va pas raisonner par rapport à un critère moral. On ne va pas dire que c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal. Voilà. Le caractère subjectif ou moral, c'est ça. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de mal. Non. Donc, on va essayer d'apprécier ce comportement ou ce fait fautif uniquement à travers un critère objectif. Ce critère objectif, c'est le critère de l'illicité. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'illicité? L'illicité, c'est la transgression d'une règle juridique ou d'une norme de conduite. Donc, une règle générale de conduite ou une règle spécialement juridique transgressée, le comportement peut être qualifié comme une faute. Donc voilà le critère de l'illicité. Et on arrive à définir, ou on arrive à dire que constitue une faute une défaillance ou une erreur de conduite par rapport à un standard de bon père de famille. Donc à chaque fois qu'on souhaite qualifier un comportement, qu'on souhaite apprécier un comportement pour dire est-ce que ça constitue une faute pouvant engager la responsabilité de son auteur. Donc, on regarde ce comportement, est-ce que ce comportement constitue une défaillance ou une erreur ou une transgression par rapport à quoi? Par rapport à un standard, donc on a dit un standard de comportement de bon père de famille. Donc, bon père de famille, donc c'est notre critère, c'est le comportement d'un bon père de famille. Donc, on dirait qu'un bon père de famille n'aurait pas commis n'aurait pas commis telle faute. Un bon père de famille n'aurait pas pris ce comportement. Donc voilà ce critère, ce qu'on appelle le critère de bon père de famille. Bien sûr, un bon père de famille, il veille bien à l'intérêt de ses enfants et à l'intérêt de sa famille. Raison pour laquelle, donc, il va essayer d'adopter un comportement avec prudence. Et c'est ce critère que généralement la doctrine et la jurisprudence prend en compte pour déterminer ou pour préciser le critère général de la faute. Lorsqu'on arrive à la faute, donc la doctrine et la jurisprudence font une classification de la faute. Et ainsi, on distingue entre la faute qui constitue un acte positif, donc dans ce cas, la faute résulte d'une action, d'un comportement. Ça peut être des paroles, une injure, diffamation, ça peut être un écrit. Donc, ce qu'on appelle ça une faute par commission. Donc, c'est un acte positif. À l'opposé de l'acte positif, ou à la faute par commission, là, ce qu'on appelle faute par
omission. Donc, c'est-à-dire un acte négatif. Dans ce cas, la faute résulte du fait de s'être abstenu là où l'on aurait dû agir. Donc, à ce moment-là, l'auteur, qu'on va le considérer comme l'auteur de la faute, il aurait dû agir, il aurait dû se comporter. Donc, on appelle ça une faute par omission. Donc, et dans ce cadre-là, on a par exemple, on a un adage juridique qui nous dit qui peut, il empêche, pêche. C'est-à-dire qui peut, il peut participer, il peut par son comportement éviter un comportement dommageable pour une victime. Il ne le fait pas, il pêche, c'est-à-dire il commet une faute par omission, un acte négatif. Voilà la première classification de la faute, où on distingue entre faute de commission et faute par omission. Aussi, dans le cadre de cette classification, on distingue entre une faute intentionnelle, donc on parle là d'une faute qualifiée de dolosive, donc on a un manquement avec la volonté ou l'intention de nuire à autrui, donc on parle d'une intention méchante, un dommage voulu, donc là on parle des fautes intention, c'est là où on parle de délit, donc on dit de responsabilité délictuelle. Et en revanche, on parle d'une responsabilité quasi délictuelle, lorsqu'on parle d'une faute non intentionnelle. Effectivement, l'auteur a commis une faute selon les critères qu'on vient de dire, transgression d'une règle morale ou une règle de conduite ou une règle juridique, mais sans l'intention de causer le dommage. Donc là, on parle d'une responsabilité quasi délictuelle. Donc, dans ce cas, l'auteur n'était pas sûr que son comportement va causer un dommage à autrui. Donc, on parle d'une faute non intentionnelle. Cela n'empêche quand même, malgré que le fait que c'est non intentionnel, ça pourrait engager sa responsabilité pour la simple raison de protéger la victime. Dans la mesure où il y a un dommage, il faut réparer ce dommage subi par la victime. Autre classification de la faute, toujours classification selon la gravité de la faute. Et là, on distingue entre faute lourde et faute légère ou faute simple. On parle de faute lourde. Donc, lorsque on dit que c'est la faute lourde, c'est celle que l'individu le moins avisé ou le plus borné, donc c'est-à-dire un individu non intelligent n'aurait pas commise. Donc c'est ce qu'on veut dire par une faute lourde. Donc une personne non intelligente, une personne moins avisée n'aurait quand même pas commis cette faute. Et donc là on parle d'une faute lourde. La jurisprudence la définit aussi comme une négligence d'une extrême gravité. Donc ce caractère de la gravité qui caractérise la faute lourde. Et on parle aussi d'une faute simple lorsqu'il s'agit d'une simple erreur de jugement, une simple négligence. Donc on parle d'une faute simple. Enfin, aussi dans le cadre de cette classification, on distingue entre une faute simple et une faute civile et une faute pénale. Et on l'a bien évidemment vu. Qu'est-ce qu'on veut dire par la faute pénale? On a dit que la faute pénale, elle est définie par le principe de l'illégalité. Donc, à chaque fois qu'il y a une enfreinte, et chaque fois qu'il y a une violation d'une règle de droit pénal, on parle d'une faute pénale qui pourrait conduire à une responsabilité pénale. Et donc, là, dans ce cas-là, on pourrait avoir aussi bien la responsabilité pénale qui réside, dont le dommage c'est un trouble à l'ordre public, qu'une responsabilité civile s'il y a un dommage causé à la victime. Donc bien évidemment cette classification n'est pas une classification en vain, c'est-à-dire c'est pas une classification à titre gratuit, mais cette classification permet à la jurisprudence essentiellement de bien déterminer, de bien qualifier
pas de bien déterminé ou bien de qualifié, mais elle permet à la jurisprudence, elle aide la jurisprudence dans la détermination de la réparation. Donc la réparation, elle sera selon la nature ou selon la gravité de la faute. La réparation, donc dans la détermination de la somme qu'on va allouer à la victime. Donc la jurisprudence prendra bien sûr en compte la nature de la faute selon ce critère de classification de la faute. Grand B, domaine spécifique. Donc là, dans grand A, on vient d'étudier le domaine général. Donc on a vu que ce domaine général englobe un ensemble de situations. Donc on avait un critère général, tout fait ou faute de l'homme qui cause un dommage. Donc c'est d'une manière générale, ça pourrait englober un ensemble de situations non indéfinies. Dans le domaine spécifique, on parle de certains exemples de cas, exemples de fautes qui sont considérées d'une manière précise et déterminée par le législateur, notamment d'ailleurs des obligations du contrat, comme fautes engageant la responsabilité de leur auteur. 3 exemples qui figurent dans le daïr des obligations du contrat. Numéro 1, l'abus de droit. En arabe, ta'assuf fi isti'mal haqq. C'est le cas que, en exerçant un droit, l'exercice de ce droit peut constituer une faute. Donc, et on parle donc, peut-on commettre une faute en exerçant un droit? C'est dans le cadre de l'exercice de ce droit que l'auteur va commettre une faute. La réponse se trouve à l'article 94 du daïr des obligations du contrat, alinéa 1er, donc il nous dit oui, donc l'exercice d'un droit subjectif reconnu par le droit objectif, par la loi en général, pourrait constituer une faute engageant la responsabilité de son auteur. À quel moment? 2 éléments pour caractériser la faute d'abus de droit. D'abord, on a un critère subjectif, l'intention de nuire. L'auteur, dans le cadre de l'exercice de son droit, avait l'intention de nuire. Deuxième critère, un usage contraire à la finalité sociale du droit. Donc, dans le cadre de l'exercice de ce droit, c'est un droit subjectif. Il a le droit de l'exercer, mais cet exercice est contraire à la finalité de ce droit, à la finalité sociale. Et donc, il n'a pas un intérêt spécifique, un intérêt social dans le cadre de l'exercice de ce droit. Toujours pour bien comprendre, prenons un exemple de la jurisprudence. Donc, dans le cadre de la jurisprudence, on avait un cas de 2 agriculteurs, donc 2 voisins. Donc, un agriculteur il avait creusé un puits, donc il avait déjà un puits, mais il a creusé un autre puits, donc par rapport à sa situation géographique, uniquement pour empêcher que l'eau arrive à son voisin. Donc d'abord l'intention de nuire, deuxièmement l'exercice de ce droit était contraire à la finalité. Donc à la finalité de l'exercice de ce droit. Donc il s'était considéré comme un abus de droit engageant la responsabilité de son auteur. Donc pour caractériser une faute par abus de droit, 2 critères, l'intention de nuire, deuxième critère, un usage contraire à la finalité ou à l'objectif, à la finalité sociale de ce droit. Donc c'est le premier exemple, abus de droit. Deuxième exemple, concurrence déloyale. Cet exemple figure à l'article 84 du daïr des obligations du contrat. Donc, il dit peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, donc dommages et intérêts, donc responsabilité civile, des faits constituant une concurrence déloyale. Une concurrence déloyale qui, par exemple, le fait d'user d'un nom ou d'une marque de manière à induire le public en erreur. Donc le fait d'utiliser la marque ou le signe uniquement pour tromper le public. Donc le public va penser que c'est telle marque alors que ce n'est pas le cas. Deuxième
situation invoquée par l'article 84, le fait d'user d'une enseigne de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre. Donc c'est presque la même situation. Donc c'est le cas d'une concurrence déloyale. Donc lorsqu'on parle d'une concurrence déloyale, donc c'est le régime de la responsabilité civile délictuelle qui s'applique dans la mesure où l'auteur de la concurrence déloyale se trouve ou devrait le réparer à la victime. Troisième exemple, trouble du voisinage. Donc c'est le droit donne la possibilité d'une action en responsabilité encourue en cas où un voisin cause un dommage à son voisin. Donc le critère, c'est la faute. La faute, ça consiste à un trouble anormal. Donc l'article 91 et l'article 92, qui constitueront le fondement juridique de ce cas de trouble de voisinage, donc précise qu'on parle d'un trouble anormal de voisinage. Donc le comportement d'un voisin excède la limite, donc c'est anormal. Il dépasse la limite et par conséquent, ça cause des inconvénients, ça cause un dommage au voisin. Donc ce sont trois situations, trois exemples qui figurent au derrière des obligations du contrat qui constitueront des fautes pouvant engager la responsabilité de leur auteur. Donc c'est l'abus de droit, trouble du voisinage, la concurrence déloyale. Donc ces trois cas sont bien précisés dans la loi. Alors que lorsqu'on a parlé d'un domaine général, donc on avait justement dit qu'un fait ou une faute d'une manière générale et on pourrait à chaque fois prendre une situation, essayer de l'englober, de le faire entrer dans ces deux catégories pour savoir est-ce que ça pourrait constituer un fait générateur, un comportement fautif engageant la responsabilité de son auteur. Donc voilà, généralement, premier paragraphe, la fin de ce premier paragraphe sur le fait générateur. Paragraphe deuxième, l'imputabilité du fait générateur. Donc paragraphe deuxième, l'imputabilité de faits générateurs personnels ou les conditions relatives à l'imputabilité. D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par l'imputabilité? L'imputabilité consiste à rattacher le fait ou la faute, donc ce comportement fautif, ce comportement dommageable, le rattacher à une personne déterminée ou la personne mise en cause. Donc le rattacher à son auteur. Donc on rattache le fait à l'auteur, ce qu'on appelle l'imputabilité. Donc l'imputabilité, ce n'est pas la causabilité, parce que la causabilité, on l'a dit que c'est rattacher le dommage au fait dommageable, à la faute. Donc un lien de causalité entre la faute ou le fait dommageable et le dommage, alors que l'imputabilité, c'est rattacher, c'est le lien entre la faute et l'auteur. Donc on parle de l'imputabilité dans deux situations. L'imputabilité lorsqu'il s'agit d'un auteur, une personne physique. Et l'imputabilité, l'auteur, une personne morale. Donc commençons grand A, l'imputabilité à une personne physique. Donc le critère, donc la personne physique, c'est sujet de droit. Donc vous avez vu ça en introduction à l'étude de droit. Donc on distinguait en droit entre sujet de droit, objet de droit, entre une personne et une chose. Donc la personne, pour être considérée comme une personne physique, c'est l'accès à l'humanité. Tous les êtres humains sont considérés comme du sujet de droit. Donc d'abord, c'est un être humain, donc c'est l'auteur du dommage, donc c'est personne physique. Deuxième critère pour rattacher ce fait à son auteur, en droit de la responsabilité, c'est le critère donc de la liberté et la conscience. Donc on parle que l'auteur doit être une personne libre et consciente. Donc il est libre et consciente de la nature de fait ou de la faute pour qu'on puisse engager ou déclencher les règles de la responsabilité civile délictuelle.
Dans cette situation d'imputabilité, on parle donc d'abord de le fait personnel du mineur. Le mineur peut-il être déclaré responsable de son fait causant un dommage? Donc, une personne mineure qui cause un dommage, est-ce que le droit le déclare comme responsable? La réponse est donnée par l'article 96 du Daïr des obligations du contrat en deux temps. Dans un premier temps, donc, on parle d'un mineur dépourvu de discernement, c'est-à-dire mineur sans discernement. Donc, discernement, on l'a vu en S2, lorsqu'on l'a vu dans le cadre de la capacité. Discernement, c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. En arabe, at-tamiz. Donc, le mineur sans discernement, bidon at-tamiz, et le mineur avec un degré de discernement. Donc, le code de la famille il nous dit que l'âge de discernement, c'est de 12 ans. C'est-à-dire donc moins de 2 ans, donc c'est un mineur sans discernement. Donc le mineur sans discernement, selon les dispositions de l'article 96 de Daïr des obligations du contrat alinéa 1er, ne peut être déclaré responsable d'un fait dommageable. Donc c'est le premier cas. Donc alors, raisonnement au contrario, si un mineur avec discernement cause un dommage, c'est-à-dire un mineur plus de 12 ans cause un dommage, peut être déclaré responsable de son comportement ou de son fait fautif. Alors, vous allez me dire que, certes, donc on peut engager par rapport à la victime qui a subi un dommage causé par un mineur avec discernement. Donc ce mineur peut être déclaré responsable, mais l'intérêt de la victime, c'est d'obtenir réparation. Le mineur avec discernement, forcément, il est insolvable. Insolvable, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir réparer le dommage. La réparation, on l'a dit, c'est le versement d'une somme d'argent. Donc la victime a plus d'intérêt d'engager la responsabilité de ses parents. Donc, d'où la possibilité, qu'on l'a déjà vu, que la victime pourrait utiliser à la fois le régime de la responsabilité des faits personnels et aussi le régime de la responsabilité du fait d'autrui. Donc le régime le plus favorable pour la victime afin d'obtenir réparation, aussi bien par rapport aux règles de la preuve que par rapport à la question de l'efficacité quant à l'obtention des dommages et intérêts. En droit français, on avait la même situation. Le Code civil français n'a pas précisé la nécessité d'un discernement. Donc, alors qu'en droit marocain, on a bien précisé la question de discernement dans l'article 96. En droit français, on n'avait pas cette précision de la nécessité du discernement pour caractériser la faute de la personne. Donc, que ce soit l'auteur, que ce soit la victime. Donc on va le voir que même la victime mineure, donc la victime parfois pourrait commettre une faute qui a facilité la survenance du dommage. On va le voir ça lorsqu'on va voir les causes de l'exonération de l'auteur. Donc en général, la position de la jurisprudence en France était traditionnellement comme le droit, le Daïr des obligations des contrats, c'est-à-dire en faveur d'écarter la responsabilité des mineurs sans discernement. Donc une personne, donc le mineur sans discernement était déclaré non responsable en été. Donc je parlais été, donc dans le passé, dans la jurisprudence française. Revirement de la jurisprudence dans certains arrêts célèbres en jurisprudence française, on parle de l'arrêt Le Maire et l'arrêt d'Erghini, où la jurisprudence allait revenir sur cette question pour dire, dans la mesure où la loi ne distingue pas entre un mineur avec discernement ou sans discernement, donc il n'y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne distingue pas. Donc c'est une règle juridique très ancienne appliquée dans ce cadre. À partir de cette jurisprudence, de ces deux arrêts, des arrêts Le Maire et Tergini, donc la jurisprudence française ne distingue pas un mineur pourrait être déclaré responsable sans le critère de discernement, c'est-à-dire même s'il a moins de 12 ans. Après, la question de l'efficacité par rapport à l'obtention des dommages et intérêts, c'est une autre chose.
Deuxième situation, dans le cas de l'imputabilité, le fait personnel de l'alignée. L'alignée, c'est-à-dire la personne qui souffre d'un trouble mental. Donc le principe, une personne, donc on a dit que le critère, c'est une personne libre et consciente. L'auteur. Donc en principe, une personne consciente est dotée de la capacité de discernement. Dans ce cas-là, on distingue entre deux situations. Lorsque on parle d'une perte de la raison volontaire suite à la consommation de l'alcool ou de drogue ou de produits interdits. Donc, on parle là d'une perte volontaire de la raison. Donc, dans ce cas-là, il y a bien évidemment responsabilité délictuelle. Donc l'auteur ne peut être exonéré. Donc une personne qui n'était pas dans sa conscience lorsqu'il a commis un acte dommageable ne pourrait pas être exonéré en soulevant le fait qu'il n'était pas consciente lorsqu'il s'agissait d'une question de perte de la raison d'une manière volontaire par consommation d'alcool ou d'autres produits. Deuxième cas, perte de la raison involontaire. C'est le cas de folie, le cas de démence. L'article 96 nous dit l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence, ne répond pas civilement des dommages causés par son fait. Donc, la réponse très simple. Donc, l'aligné ou donc la personne qui souffre d'un trouble mental ou d'une démence ne serait pas déclarée en droit marocain comme responsable civilement. Donc, c'est-à-dire, même s'il est l'auteur d'un dommage, il ne pourrait pas être déclaré responsable. Donc, on ne peut pas lui imputer le fait dommageable pour pouvoir engager le régime de la responsabilité civile délictuelle. Ce n'est pas le cas. Donc, on a cette règle en droit marocain. En droit français, ce n'est pas le cas. Donc, je vous dis droit marocain, droit français, parce que éventuellement, une grande partie des étudiants pourraient aller voir des livres de droit français. Et donc, nous étudions principalement le droit français. Ça n'empêche qu'à chaque fois qu'on a des situations comparables, on cite la solution en droit français. Mais s'il y a un cas pratique ou s'il y a une question, on répond selon le droit marocain. Donc, en droit français, la même règle prévue dans le Daïr des obligations de contrat était le principe. Mais à partir des lois de 1966, donc on a abrogé cette règle. La personne qui souffre d'un trouble mental serait responsable, quelle que soit la nature de la perte de la raison, que ce soit volontaire ou non volontaire. Par principe de protection de la victime, cette personne serait déclarée responsable, c'est-à-dire qu'on peut lui imputer, on peut rattacher le fait dommageable à cet auteur, même si là il n'a pas de même en cas de perte de raison involontaire, en cas de folie ou en cas de démence. Donc, on a dit grand A, c'était l'imputabilité à une personne physique. Grand B, l'imputabilité de faits dommageables à une personne morale. Donc, la question qui se posait, est-ce que une personne morale peut être déclarée responsable afin de réparer un dommage causé. Donc, le principe en DOC, on parle tout fait de l'homme. Donc, on parle de l'homme, c'est-à-dire personne physique. Cela n'empêche que la jurisprudence a élargi ou a reconnu la responsabilité de la personne morale pour sa faute. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, donc c'est la personne morale qui sera considérée comme la personne responsable. L'intérêt, bien sûr, que la personne morale, elle est plus solvable. Donc, lorsqu'on va dire une personne morale, une société ou un établissement public ou une administration, donc cette société, si elle est déclarée responsable, elle a plus le moyen, donc la victime, elle a plus de chances pour obtenir réparation de son dommage. Donc, il s'agit de la responsabilité des personnes morales, donc sociétés, associations, syndicats, des fautes qu'elles commettent par le biais de leur organe, de leurs représentants. Donc, c'est une personne qui représentait cette personne morale. Et on a dit que la victime a intérêt à engager la responsabilité de la personne morale. Donc cette personne sera reconnue
comme responsable du dommage causé à la victime. Donc, je résume rapidement. Donc, on a vu l'imputabilité du fait dommageable ou du fait générateur ou de la faute à l'auteur. Soit l'auteur est une personne physique, soit l'auteur est une personne morale. Donc, lorsqu'il s'agit de l'auteur d'une personne physique, donc le critère c'est la liberté et la conscience. Donc, lorsqu'on a vu le cas de l'enfant mineur et le cas de la personne qui souffre du trouble mental. Donc, nous arrivons à la fin de la séance numéro 7. Donc, dans cette séance, nous avons vu le fait générateur personnel. Le fait générateur personnel, d'une manière simple, c'est que l'auteur du dommage, l'auteur du fait de dommage est en même temps la personne responsable. Donc, c'est la même personne. Donc, ce n'est pas le cas lorsqu'on parle de fait générateur d'autrui, où là, on a l'auteur et on a la personne responsable. Donc, nous arrivons à la fin de cette séance. Nous allons programmer des séances de travaux dirigés pour voir des exemples pratiques de la responsabilité civile délictuelle du fait personnel et aussi on a un exemple par rapport à la question du dommage. Dans l'arrêt que vous avez sur la femme qui demandait réparation à la maîtresse de son mari, donc dans ce cas-là, on a aussi un fait et que la jurisprudence pourrait le qualifier comme une faute ou non. Donc c'est intéressant de travailler ce cas afin de bien assimiler le cours. Donc on arrive à la fin de la séance numéro 7. Merci pour l'écoute. À la séance prochaine.